À en juger par sa volonté de compter, Stefan Stearns semblait être un gars plutôt normal. Il partageait souvent des photos de ses Tamagotchi, donnait des conseils à d'autres utilisateurs sur des subreddits comme Conseils pour ados et Suis-je le connard ? Et il parlait de sa belle-fille, dont il semblait être une bonne figure paternelle. Mais tout cela n'était qu'une façade. En coulisses, c'était un véritable monstre et personne ne l'a découvert avant qu'il ne soit trop tard. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre KO, FI ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages. Vous pouvez aussi me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton « Merci » sous la vidéo. Merci à tous ceux qui y penseront. Cette vidéo abordera la rédaction d'un essai et le meurtre d'un enfant. La discrétion des spectateurs est conseillée. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre KO-FI et regardez une version de cette vidéo sans publicité et non censurée qui comporte des détails supplémentaires inadaptés à cette version. Stefan Stearns a créé son compte Reddit sous le nom de Sustiné le 16 août 2016 et était un utilisateur assez actif, accumulant plus de 13 000 points de karma pour ses publications et près de 11 000 points de karma pour ses commentaires. Pendant son temps sur le site, il publiait souvent sur le subreddit Tamagotchi, partageant des photos de sa collection de Tamagotchi et l'évolution de ses animaux virtuels. Il a également publié dans d'autres subreddits comme Digimon Card 2020 et Digimon Virtual Pet. Beaucoup de ses commentaires ont cependant été faits dans des subreddits sans rapport comme Conseils pour les ados, Disneyland, Suis-je la méchante et légèrement énervant. Il semblait aimer donner des conseils aux gens et la plupart du temps, ses conseils étaient plutôt bons. Une utilisatrice a publié sur le subreddit Conversation sérieuse au sujet de sa peur de la mort et Stéphane a commenté « Nous sommes tous dans le même bateau. Profite au maximum tant que tu le peux et ne t'inquiète pas pour quelque chose qui est inévitable et complètement hors de ton contrôle. La bonne nouvelle, c'est qu'à ta mort, tes problèmes disparaîtront et tu ne sauras sans doute même pas que tu es morte. Et il n'y aura probablement ni vide sombre, ni conscience de soi pour être consciente de quoi que ce soit. Tu n'existeras plus et tu seras trop morte pour t'en rendre compte ou t'en soucier. Personne ne sait vraiment ce qui se passe après. Seules celles déjà parties le savent, mais elles ne reviendront pas nous le dire. Il est utile de se rappeler que tu n'es pas seul dans cette situation et que c'est quelque chose avec lequel tout le monde doit finir par se réconcilier. La vie peut parfois sembler être une blague et la mort en est la chute. Nos vies sont brèves et le monde peut être cruel. Et nous passerons notre vie à juste tenter de survivre pour finalement mourir. Suis ta route, sois gentil avec ceux que tu aimes et profite de la vie tant que possible. Considère ta mort comme une récompense, comme la fin de ton voyage et de tes soucis. Comme la sieste ultime, la meilleure nuit de sommeil que tu auras jamais, comme rentrer à la maison. Ne te précipite pas pour la rencontrer, mais sache que chacun a son jour et n'aie pas peur quand le tien viendra. Vis simplement ta vie et essaie de profiter de toutes les petites choses qui te rendent heureuse. L'un des derniers commentaires de Stéphane sur Reddit était bien plus troublant, avec le recul. Une utilisatrice a posté sur le forum Conseil pour ados à propos d'une dispute qu'elle avait eue avec sa mère, qui s'est terminée par la menace de sa mère de la tuer ainsi qu'elle-même. Et en détaillant aussi quelques cas d'agression physique, Stéphane a commenté ceci. « Ta mère est extrêmement instable. Elle a désespérément besoin de consulter un psychologue et peut-être de prendre un traitement. Le fait qu'elle profère ces menaces et qu'elle les mette même en pratique dans une certaine mesure n'est absolument pas normal et risque fort de continuer à s'aggraver. On ne sait jamais quand elle atteindra son point de rupture, mais ce genre de situation ne se termine souvent pas bien. Elle a besoin d'aide et tu dois aussi veiller à ta propre sécurité. Aucune des choses que tu as décrites n'est acceptable, même un tout petit peu. Peu importe si tu crois qu'elle réalisera ces menaces ou non. Ce n'est pas un comportement normal et il se passe vraiment quelque chose d'inquiétant avec la santé mentale de ta mère.
Ignorer ce genre de choses ne les fait pas disparaître. Tu dois utiliser les ressources à ta disposition et contacter des professionnels spécialisés dans ce genre de situation. Des liens ont déjà été partagés en commentaire à ce sujet. S'il te plaît, utilise-les parce que ça s'est déjà produit trop de fois et elle va finir par craquer à un moment donné. Peut-être contre toi, peut-être pas. Mais ce ne sera bon pour personne. Elle a besoin d'aide et toi aussi pour être en sécurité. N'ignore pas ça. Ce ne sont pas de simples avertissements à ignorer. C'est une sirène d'alerte très forte et tu dois la prendre au sérieux. Aussi douloureux que ce soit car c'est ta mère, tu dois agir. Ce qu'elle fait, c'est de la maltraitance. Il n'y a pas de zone grise ici. Elle est violente, abusive verbalement, émotionnellement et mentalement, tout à la fois. Et il semble que quelques-uns de ses proches immédiats se comportent de la même façon envers toi. Plus tu restes dans cette situation, plus tu en souffriras. Ta santé mentale a déjà souffert de tout cela, et ce tourment ne fera qu'aggraver le traumatisme. Jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une personne brisée en grandissant, si elle te laisse même vivre assez longtemps pour grandir. Pars. Ce commentaire a été posté le 14 février 2024 et seulement 12 jours plus tard, la fille de la petite amie de Stéphane, Madeleine Soto, disparaîtrait dans des circonstances mystérieuses. Madeleine venait tout juste d'avoir 13 ans et fréquentait le collège Hunters Creek à Orlando, en Floride. Le matin du 26 février, sa mère, Jennifer, se souvient avoir été réveillée par Stéphane alors qu'il sortait le chien pour une promenade. Elle est retournée se coucher et un peu plus tard, Stéphane a emmené Madeleine à l'école, la déposant juste au bout de la rue. Jennifer était retournée se coucher et n'a pas vu Madeleine du tout. Ce matin-là, vers 16h30, elle est allée la chercher à l'école mais on lui a dit qu'elle n'était pas venue ce jour-là. Sachant que Madeleine avait déjà fugué, Jennifer a d'abord pensé qu'elle était partie de nouveau et reviendrait vite. Mais quand elle s'est rendue compte que le téléphone de Madeleine avait été laissé à la maison, elle a su que quelque chose n'allait pas. Et vers 20h ce soir-là, elle a signalé sa disparition. Il a fallu 3 heures à la police pour commencer à enquêter. On ne sait pas exactement pourquoi, même si j'imagine que les antécédents de fugue de Madeleine ont malheureusement contribué à cela. Le lendemain, le bureau du shérif du comté d'Orange a publié un communiqué au public concernant la disparition. Ils ont lancé un appel à toute information pouvant indiquer où elle se trouvait. Une recherche à grande échelle a commencé et les informations sur le téléphone de Madeleine indiquaient qu'elle voulait vivre dans les bois lorsqu'elle aurait 13 ans, seulement 4 jours avant sa disparition. La famille a été interrogée avec une attention particulière portée sur Stéphane car il semble qu'il ait été la dernière personne à voir Madeleine. Les informations trouvées sur son téléphone laissaient penser qu'elle avait peut-être tenté de s'enfuir pour de bon cette fois, mais les enquêteurs pensaient qu'il pouvait y avoir autre chose derrière tout cela. On a demandé à Stéphane où il l'avait déposée ce matin-là et ce qu'il avait fait ensuite. Et après que certaines de ses réponses aient été remises en question, il a modifié certains éléments de son récit, ce qui a immédiatement paru suspect. Beaucoup de ses réponses ne tenaient tout simplement pas la route et il n'a pas pu les expliquer. Par exemple, il a dit qu'il avait déposé Madeleine devant la maternelle Peace United Methodist à 8h40, mais ses cours commençaient à 9h30 et son école se trouvait à environ 10 minutes à pied de là. Un autre entretien a révélé des détails inhabituels et préoccupants sur leur vie à la maison. Stéphane et Jennifer n'étaient plus en couple, même s'ils vivaient toujours ensemble. La mère de Stéphane a déclaré à la police qu'elle désapprouvait leur relation car ils consommaient de la drogue ensemble et s'influençaient négativement. Ils avaient tous les deux connu des épisodes de maladie mentale et se tiraient mutuellement vers le bas au lieu d'essayer de s'aider. Peut-être que la consommation de drogue explique en partie pourquoi ils ont continué à vivre ensemble après la fin de leur relation. Plus inquiétant encore, tout au long de la relation, il était courant que Madeleine partage un lit avec Jennifer et Stéphane. Jennifer a dit que Madeleine n'aimait pas dormir seule dans sa chambre. Et comme Stéphane était comme un père pour elle, elle n'y voyait pas de problème. Cela a continué après la fin de la relation et parfois Madeleine et Stéphane dormaient dans le même lit sans la présence de Jennifer pour qu'elle puisse se reposer.
On a découvert plus tard que Stéphane et Madeleine avaient été seuls dans sa chambre la veille de sa disparition. Stéphane a autorisé les enquêteurs à fouiller son téléphone, mais il affirme l'avoir accidentellement réinitialisé le jour de la disparition de Madeleine. Mais cela n'avait pas d'importance. Ils ont pu récupérer assez de données pour confirmer leurs soupçons sur un acte suspect de Stéphane. Des photos ont été trouvées montrant la colocataire de Jennifer nue dans la salle de bain, prise sous la porte. Quand on a interrogé la colocataire, elle a affirmé ne pas avoir autorisé Stéphane à faire cela. La situation s'est aggravée lorsqu'ils ont découvert des centaines d'images et vidéos troublantes de pornographie infantile. Certaines incluaient apparemment Madeleine, qui aurait été agressée sexuellement par Stéphane pendant des années. Il a été arrêté et inculpé pour coups et blessures, ainsi que pour possession de matériel d'abus sexuel sur enfants. Les enquêteurs étaient déjà suspicieux concernant la version de Stéphane au sujet de la disparition de Madeleine. Et la découverte de tout ce contenu inapproprié sur son téléphone suggérait certainement qu'il pouvait être le genre de personne capable de lui faire du mal. Son sac à dos et son ordinateur portable ont vite été retrouvés dans une benne à ordures. Et à ce stade, il semblait plus probable qu'improbable qu'elle ne soit plus en vie. Et Stéphane était le principal suspect. Les images de vidéosurveillance du jour de sa disparition montraient Stéphane au volant d'une voiture et on pouvait aussi voir Madeleine à l'intérieur. Mais il est probable qu'elle était déjà morte à ce moment-là. Le 1er mars, son corps a été retrouvé dans une zone boisée à environ 30 minutes en voiture de son école. La police pensait qu'elle avait été assassinée chez elle, puis transportée là-bas avant que ses affaires ne soient abandonnées. La cause de sa mort a été révélée plus tard, un homicide par strangulation. Jennifer avait d'abord défendu Stéphane et pensait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Madeleine, mais elle s'est retournée contre lui après que des contenus pédopornographiques ont été trouvés sur son téléphone, le décrivant apparemment comme un maître menteur et un maître manipulateur. Bizarrement, cependant, lors des interrogatoires de police, il lui arrivait encore de défendre certains de ses crimes, qualifiant les trucs de pas mauvais, mais qualifiant le meurtre de mal. Il est possible qu'elle savait déjà que Stéphane pouvait avoir agressé sa fille, comme l'indiquait le rapport d'incident du bureau du shérif du comté d'Orange. Citation. « Il m'a semblé qu'elle avait déjà accepté que la victimisation avait lieu et son émotion semblait factice. » Je trouve cela vraiment choquant. Comme si Jennifer ne voulait pas que Madeleine soit assassinée, mais elle ne semblait pas vraiment troublée que sa fille de 13 ans ait été agressée par son petit ami. Dieu seul sait combien de fois, et elle a peut-être même permis que cela continue alors qu'elle aurait pu y mettre fin il y a des années. Le 24 avril, Stéphane a été inculpé du meurtre au premier degré de Madeleine et les procureurs ont ensuite annoncé qu'ils allaient requérir la peine de mort contre lui. Le procès conseil de prud'homme ess, le procès pour l'affaire de coups et blessures, est prévu pour le 24 février 2025 et le procès pour meurtre est fixé au 22 septembre 2025. Étant donné toutes les preuves contre Stéphane, cela semble être une affaire assez claire, alors espérons qu'il soit reconnu coupable et poursuivi dans toute la mesure permise par la loi. Honnêtement, je n'arrive même pas à imaginer à quel point la vie de Madeleine à la maison devait être horrible. Et il n'est pas surprenant qu'elle ait continué à s'enfuir et qu'elle ait voulu vivre dans les bois pour échapper aux horreurs qui lui étaient infligées par quelqu'un qui était censé prendre soin d'elle. On dirait qu'elle a été abandonnée par plus d'une personne, pas seulement Stéphane. Comme je l'ai dit, sa mère savait apparemment que quelque chose se passait. D'autres personnes vivaient aussi dans cette maison et connaissaient les arrangements de couchage étranges. Jennifer a dit à l'une des colocataires que ce n'était pas grave parce que Stéphane ne lui ferait pas de mal. Et cette même colocataire a entendu des bruits venant de la chambre à l'étage où Stéphane et Madeleine étaient seuls la nuit avant sa disparition. Je peux comprendre que chaque famille a une dynamique différente et que tu peux penser que ce n'est pas à toi de dire quoi que ce soit dans de nombreuses situations. Mais il n'y a aucune bonne raison pour qu'un homme de 37 ans partage un lit seul avec une fille de 13 ans et si ses colocataires avaient fait quelque chose, peut-être que Madeleine serait encore en vie aujourd'hui. Je trouve cela incroyablement troublant de repenser au post Reddit de Stéphane en sachant ce qu'il aurait fait.
En particulier, l'un de ses derniers commentaires que j'ai lu plus tôt, où il donnait à une adolescente des conseils étonnamment bons au sujet de sa mère abusive. Il a terminé son commentaire par « Le tourment ne fera qu'ajouter encore plus de couches de traumatisme et de dégâts, jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une personne brisée une fois adulte, si toutefois elle te laisse vivre assez longtemps pour grandir. » Puis, littéralement 12 jours plus tard, il a assassiné sa propre belle-fille qu'il maltraitait depuis des années. Je ne sais pas s'il a écrit ce commentaire à ce moment-là. Il manquait totalement de recul sur lui-même et s'est convaincu qu'il ne faisait rien de mal. Combien de fois a-t-on entendu les agresseurs sexuels prétendre que la victime était consentante? Bien sûr, c'est au mieux totalement délirant et au pire un mensonge carrément malveillant, surtout lorsqu'on parle d'agression sur des enfants qui ne sont pas en mesure de consentir. Cela ne rend pas leur crime abominable moins grave, même une seconde. Mais certains semblent penser que s'ils ne frappent pas quelqu'un ou ne le maintiennent pas de force, il n'y a rien de mal à ce qu'ils font, même si la loi et toute personne censée ne sont pas d'accord, ou alors peut-être que Stéphane voulait simplement se donner bonne image avec ses commentaires. Peut-être qu'il espérait que si Madeleine en parlait un jour à quelqu'un au sujet de l'agression sexuelle, personne ne la croirait. Parce qu'il semblait être une si bonne personne, du moins en ligne. Je n'ai aucune idée de la façon dont il était en vrai. Il se peut qu'en rédigeant ce commentaire, il prévoyait déjà de tuer Madeleine et pensait l'utiliser pour sa défense. Comment un homme empathique qui passait du temps à conseiller des adolescents sur la façon de sortir de situations abusives pouvait-il être lui-même encore plus abusif? Bien sûr, nous avons tous déjà vu des situations similaires auparavant. Il y a beaucoup de personnes dépravées, des pédophiles aux tueurs en série, dont les amis et la famille choqués les décrivent comme les personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Je me demande s'il tirait aussi une certaine satisfaction à jouer en ligne le rôle d'un père de famille attentionné alors qu'il en était loin dans la réalité. La juxtaposition entre sa personnalité en ligne et le monstre qu'il serait dans la vraie vie est vraiment très étrange. Étant donné cela, ses conseils ont été publiés sur Reddit, contrairement à Facebook, où les gens ne partagent généralement pas leur compte publiquement. Dans la réalité, sa publication semble plus complexe que de vouloir paraître bien. Il y avait quelques publications où il mentionnait réellement Madeleine, comme celle-ci montrant un Tamagotchi qu'il a peint pour elle, intitulé « Oups, je l'ai encore fait ». Encore une coque personnalisée de Tamagotchi, cette fois sur un modèle violet, pour ma belle-fille. La plupart des publications mentionnant une belle-fille parlent de lui qui lui achète des Tamagotchi et qui sait ce qui se passe. En même temps, ces cadeaux semblent vraiment sinistres maintenant. Est-ce qu'il lui en achetait pour la soudoyer afin qu'elle garde le silence sur les agressions sexuelles ? Il y a aussi un échange de commentaires très intéressant il y a quelques années entre Stéphane et un autre utilisateur de Reddit sur un post Ask Reddit intitulé « Que pensez-vous des parents qui, fouillant dans les messages de leurs enfants, s'ils pensent que leurs enfants font quelque chose de mal ?» Stéphane soutenait que parfois il est nécessaire de fouiller et l'autre utilisateur n'était pas d'accord, disant qu'il existe d'autres moyens d'obtenir des informations comme encourager la communication ouverte. Le débat est devenu assez animé avec Stéphane qui a parcouru l'historique des messages de l'autre utilisateur et a souligné qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il travaillait dans un centre d'appel. Il a dit, je cite, « Tu as le culot de rester là, alors que tu n'as rien dans ta vie qui tient debout et d'essayer de dire aux autres sur Internet comment élever leurs enfants. T'as plié qu'à écrire ce testo hier, ça c'est mon tasse. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi et te remettre en question. » Quelle blague, a répondu l'autre utilisatrice. Je peux jouer à ce jeu aussi. Tu deviens très vite sur la défensive car tu sais que tes méthodes d'éducation sont nulles. Tu as sûrement fouiné dans la vie de tes enfants et ils te détestent. Je continue. Je peux aussi jouer à la voyance. Stéphane a raconté une fois où il a estimé qu'il était nécessaire de fouiner. Citation, « Je n'ai pas du tout à défendre mes méthodes parentales. » Nous n'avons fouiné qu'une fois, parce que la cousine de ma belle-fille est venue nous voir et nous a dit qu'elle avait parlé en ligne avec une fille plus âgée sur Roblox et que cette fille avait poussé ma belle-fille de 10 ans à lui envoyer des photos nues. Cela a nécessité une inspection de ses appareils par sa mère et la vérification de la véracité de cette histoire, ainsi que de savoir si quelqu'un d'autre l'avait approché ou si un autre danger pouvait survenir. Nous lui avons ensuite parlé des dangers de ses actes,
des lois qui les interdisent et du fait que sur Internet, tout le monde n'est pas forcément celui qu'il dit être. Alors, dis-moi, est-ce qu'on a mal géré la situation? Tu crois qu'elle nous en veut pour ça? Quel est ton avis d'experte sur cette situation? D'accord, j'ai oublié. Je me fiche complètement de ton avis sur la question parce que tu n'as littéralement aucune expérience et ton opinion ne vaut rien. Merci d'avoir essayé quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment arrivé ou si Stéphane l'a juste inventé pour appuyer ses arguments. C'est intéressant qu'il critique quelqu'un pour avoir poussé Madeleine à envoyer ses photos nues alors qu'il aurait fait pareil, voire pire. Il est aussi intéressant de voir qu'il dit lui avoir expliqué que tout le monde en ligne n'est pas forcément celui qu'il prétend être. Alors que c'était absolument vrai dans son cas, la façon dont il s'est montré sur la défensive pendant ce débat en dit long. C'est comme si, bien qu'il soit une figure parentale horrible pour Madeleine, il ne supportait pas que quelqu'un remette en cause sa façade en ligne. Fait intéressant, l'autre utilisateur semblait voir clair dans son jeu, allant même jusqu'à dire à un moment donné « Je ne voudrais pas que tu sois près d'enfants ». Puisque je sais ça, je ne... Ah. Si seulement cet utilisateur savait à quel point il avait raison. Hâte de lire vos avis et suggestions pour une prochaine vidéo dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.